Bonjour à tous, je pense que ça a démarré. Excusez-moi, hein, là j'ai juste un doute, je serais frustré si vous ne m'entendiez pas, mais je pense que ça fonctionne. Donc, bienvenue à cette webconférence sur le thème des risques majeurs et de comment rendre plus opérationnels les plans communaux de sauvegarde, les fameux PCS. Donc, cette webconf est organisée par VK en partenariat avec SMACL Assurance. Donc, on va beaucoup parler des PCS et de leur éventuelle évolution, ou leur nécessaire évolution. Donc, juste un mot sur ces plans communaux de sauvegarde. Il s'agit d'outils clés très importants pour planifier et préparer à une crise et pour protéger la population. Donc, quand on parle de risque majeur, c'est vraiment au sens très large du terme. On pense évidemment aux risques majeurs naturels, et notamment les inondations. On a eu malheureusement des événements encore récents d'inondations dans les Alpes-Maritimes, mais c'est vrai que dû au changement climatique, on sait que ce type d'inondations et d'inondations très importantes sont malheureusement de plus en plus importantes. Mais les risques majeurs, ça signifie aussi des risques technologiques. On a tous en mémoire Lubrizol et Rouen, c'était l'année dernière. Il s'agit aussi de risques sanitaires. On pourra voir aussi si ces PCS ont eu un rôle et continuent d'avoir un rôle dans la gestion du Covid. Et ça peut aller même jusqu'au risque terroriste. Vraiment, l'idée, c'est d'inclure tous les types de risques. Donc, ces PCS ont été créés par la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004. Ils sont obligatoires dans un certain nombre de communes. C'est 12 000 communes, donc c'est un nombre quand même assez important, près plus du tiers des communes françaises qui sont concernées par cette obligation. À ce jour, 80% des communes ont effectivement adopté ce PCS. On peut se dire c'est un résultat plutôt satisfaisant. On va voir dans le déroulé de notre webconférence que malheureusement, ce n'est pas aussi simple parce que c'est bien d'avoir déjà un PCS, mais ce qui est encore plus important, c'est de le rendre opérationnel. Donc, d'avoir des formations, d'avoir des exercices, d'avoir des entraînements. Et au-delà de ça, un des intervenants va insister pas mal sur ce point-là, c'est une véritable culture, j'ai envie de dire administrative, managériale, qu'il faut mettre en place dans les collectivités. Donc là-dessus, même si on n'a pas des chiffres en tant que tels, on sait qu'on a quand même un certain retard. Et l'autre objet de notre webconférence, ça sera de voir, de 12 000 communes, vous vous en doutez, beaucoup de petites communes rurales, de voir l'utilité de l'échelon intercommunal. Et donc, nous allons parler d'un texte qui va venir bientôt en discussion au Parlement pour effectivement gérer cette compétence à l'échelon intercommunal. Donc, je vous présente tout de suite nos deux intervenants. Donc, tout d'abord, François Giannocaro. Vous êtes directeur de l'Institut des risques majeurs de Grenoble, l'IRMA. Donc, bonjour à tous. Sans vouloir vous flatter, c'est vraiment un organisme très connu, de référence en la matière. Donc, vous délivrez notamment un certain nombre de formations. Vous avez réalisé depuis de nombreuses années de très nombreux guides, notamment pour le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des risques. Également un guide avec SMACL Assurance. Si je dis pas de bêtises aussi, vous travaillez régulièrement avec le CEREMA. Et notamment avec le CEREMA, vous avez réalisé un guide spécifiquement sur le volet inondation des PCS. Second intervenant, Fabien Matras, vous êtes député La République En Marche du Var. Et justement, je parlais d'un texte qui sera bientôt en discussion. Vous êtes auteur d'une proposition de loi qui vise à consolider et renforcer le modèle de sécurité civile. Et vous en direz quelques mots, mais c'est vrai qu'on va s'intéresser plus particulièrement à un article particulier de ce texte, l'article 6, qui justement prévoit de renforcer la gestion anticipée des crises en instaurant la création obligatoire des plans intercommunaux de sauvegarde, parce que c'est déjà possible, je pense qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui, des plans intercommunaux, qui ne doivent pas être très très nombreux, mais effectivement la nouveauté c'est de les rendre obligatoires. Donc obligatoires dans les EPCI, les intercommunalités, dont au moins une commune est aujourd'hui soumise à un plan communal de sauvegarde. Donc on rentrera dans le détail du texte. Et ce qui est important, c'est que cette proposition de loi, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais il est prévu, je crois, qu'elle soit discutée au mois de février à l'Assemblée, donc dans pas longtemps. Et surtout, ce texte est co-signé par plus de 500 députés.
Donc, vous en direz quelques mots, mais c'est quand même rare. On peut avoir des fois des textes qui sont co-signés par un, deux groupes, mais là, ce qui n'a pas l'intégralité des députés, mais quand même une très très grosse partie. Donc, on peut estimer que c'est un texte qui a une grande chance d'être adopté. Donc, juste un détail. En haut à droite de votre écran, vous avez une fenêtre qui s'appelle GoToWebinar où vous pouvez poser des questions. Vraiment, notre but de cette webconférence, c'est vraiment l'interactivité. Donc, vraiment, vous pouvez commencer dès maintenant à poser des questions que je relayerai auprès de nos intervenants. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, je vais donner tout de suite la parole à François Giannocaro, qui va peut-être revenir en quelques mots sur le PCS, même si on est, a priori, tout le monde devrait savoir ce que c'est et en quoi ça consiste, et surtout qui va insister, comme je vous disais au début de mon propos, sur l'importance de le rendre opérationnel et des quelques moyens pour le rendre plus opérationnel. François Giannocaro, je vous donne la parole et on aura, après une première présentation, un petit film. Oui, on aura quelques petites questions pour prendre un peu le pouls auprès de vous. Donc, vous voyez une question assez basique. Avez-vous mis en place dans votre commune un plan communal de sauvegarde? Vous voyez, oui, non. Et on va vous donner les résultats très, très rapidement. Donc, je leur donne la parole à François Giannocaro. On va démarrer aussi par un petit film qui, effectivement, ce sera très, très concret avec un retour d'expérience, des témoignages d'élus. Bon, on verra toute l'utilité de s'entraîner, des exercices, et que ça ne doit pas être juste un document administratif qu'on a bien fait, mais qu'on met de côté. François Giannocaro, je vous donne la parole. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vais vous proposer tout de suite de lancer le film. Simplement un élément de contexte qui va jalonner mon propos. L'épine dorsale de notre réflexion ce matin, elle est liée au maintien opérationnel des plans communaux de sauvegarde. Et souvent, on se rend compte par le terrain qu'on fait à l'IRMA à la rencontre des élus que beaucoup de collectivités ont réfléchi au plan communal dans une logique de finalité documentaire, alors que c'est le moyen. La finalité de la réflexion est managériale et elle passe par la préparation. Et pas uniquement dans les petites communes, vous m'aviez dit, parce qu'on pourrait se dire c'est des petites communes qui sont moins bien dotées, mais vous me disiez on peut être surpris de voir des fois des villes plus moyennes, voire grandes, qui, tout à fait. qui ont... La finalité qui va être introduite par le film, c'est précisément de préparer le facteur humain à la prise de décision. Je vous propose qu'on lance le film et on se retrouve dans 2 minutes. Merci à l'organisation. Alors, je suis venue à cette formation aujourd'hui car sur ma commune, on a fait un test un soir pour faire une gestion de crise et ça a été la panique totale. Voilà, personne ne savait comment faire et voilà, ça a été catastrophique, donc on a souhaité faire cette formation. Tout le monde voulait prendre la place de tout le monde, en fait, tout le monde s'occupait de tout et rien ne se faisait. Voilà, tout le monde voulait prendre la place de l'autre et voilà, c'était très compliqué à gérer. Qu'est-ce que pour vous ça évoque la crise? Panique, urgence. Alors j'ai entendu, je me permets, événement exceptionnel. Gravité. Bonjour, ici la gendarmerie. Nous vous appelons pour vous informer d'un accident sur votre commune. Un camion citerne a été percuté par un camion de livraison de bois de chauffage. La matière dangereuse transportée par la citerne est non identifiée. Les plaques oranges signalent... Le maire reçoit ça, donc vous avez cette information, donc là tout le monde là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça nécessite l'activation du PCS? Déjà, posez-vous ces questions. Si oui, comment on se met en place? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire? On a une carte, peut-être qu'on peut commencer à repérer où c'est, parce que vous ne connaissez pas la commune. Voilà. À vous de jouer. D'accord, on m'a dit que vous étiez qui?
Donc dès qu'il y a une action D'accord. à faire, vous la remplissez. Je rends compte au dos. Voilà, c'est vous qui allez sentir au bout d'un moment les choses. Est-ce que je me mets à côté du DOS, la main courante? Est-ce que je m'écarte? Est-ce que je prends que les points de situation? Qui va tenir ce fameux tableau? Le 2 impasse d'Orgeval a été évacué, il y a 8 personnes évacuées. D'accord. Donc lui, les spécialisés viennent d'arriver et ils vont identifier le produit. C'est 10, dont 4 enfants. À 10, dont 4 enfants. D'accord. Donc les gens du voyage, c'est en cours, hein, c'est Oui, encore fait. la gendarmerie est sur place. Prendre en charge les personnes dans les 100 mètres et informer les riverains sur des consignes à donner. Par contre, c'est vous quelles consignes on donne. Parfait, très bien. Dans 2 minutes, point d'étape, on se retrouve tous en cellule. On se rend compte, même si ça reste un exercice fictif, on se rend compte que par les personnalités, chacun face à un même événement ou à une même problématique a des réactions qui sont différentes. Et dans la vraie vie, face à un vrai événement, ça doit être encore amplifié. On remet les fondamentaux à plat, on repart de zéro et on se repose les bonnes questions. Et effectivement, ça permet de se tester, même si on n'est pas dans le cas réel, ça permet de se tester. Le stress doit être énorme, hein, puisque c'est des choses qu'on ne souhaite vraiment pas vivre. Hein. Je pense que chaque mère ne souhaite pas avoir cette cellule de crise déclenchée. Mais voilà, je me sens plus confiante, j'aurai plus confiance en moi, effectivement. Je vous propose qu'on remette le transparent que je vais utiliser pour illustrer mon propos. Merci. Alors, je vais me mettre en plein écran. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà le plan de mon intervention. Hein. On va passer rapidement sur le premier point. À quoi ça sert le plan, hein. J'imagine bien que si vous êtes présent, si vous pouvez revenir un instant que je balaye les 3 points que je vais évoquer. Merci. Donc, le slide précédent, merci. Donc, le plan, à quoi ça sert? Les facteurs clés de succès qui concourent à optimiser l'efficacité opérationnelle du plan, et on verra que ça passe par le management. Alors, c'est un gros mot pour les collectivités rurales, mais si je le reformule, la préparation du facteur humain et l'ensemble des outils qui concourent à rendre efficace précisément le facteur humain à être opérant en situation critique. Merci, slide suivant. Juste sur le premier point, je ne sais pas si on a le retour sondage. Ça serait un éclairage comme ça de notre public. Ah, vous voyez, ils sont bien dans la moyenne nationale. On sait que c'est 80%. Alors, c'est intéressant de s'appuyer là-dessus et ça me permet d'introduire mon propos. On pourrait saluer ce taux de généralisation des plans communaux de sauvegarde. 80%, c'est le chiffre que vous évoquiez, Philippe. Pour autant, pour l'IRMA, ce chiffre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et la vraie question à se poser, c'est parmi ces 80% sur les 12 000 communes réglementairement concernées qui ont réalisé réglementairement ce plan communal de sauvegarde, combien sont opérationnels? Et c'est là où on a des surprises et il y a des enjeux au niveau national que de généraliser les outils qui vont concourir à maintenir opérationnels ces plans communaux. Slide suivant, merci. On n'a pas de chiffres nationaux, justement, sur le côté opérationnel des PCS. Alors, toute la difficulté au niveau national, c'est de pouvoir disposer pour ceux qui sont amenés à évaluer ces plans communaux, ou en interne à la collectivité, ou par le représentant de l'État dans chaque département, à savoir les préfectures, qu'en est-il de ce niveau de performance des plans communaux? Et on manque d'outils. Se pose la question, demain peut-être, d'auditer ces plans communaux. Là aussi, j'ai dit un gros mot. On peut imaginer réfléchir à des moyens qui concourent à apprécier le caractère opérationnel et robuste par ailleurs des organisations pour faire face à des situations dégradées. Voilà pour la réponse. Okay. Sur mon slide, vous voyez bien que la collectivité est bien le premier maillon collectif de la sécurité civile en France. Les élus ont été reconnus dans le rôle qu'ils ont à jouer dans la mise en œuvre des premières mesures d'urgence en instituant par la loi le plan communal de sauvegarde. 2 familles de missions distinctes apparaissent. C'est les missions qui relèvent de la sauvegarde, donc de la collectivité, je ne les précise pas, hein, vous n'avez qu'à lire,
et par ailleurs les missions qui relèvent des services de secours. Vous notez que l'intercommunalité est précisée dans la colonne de gauche, puisque au-delà d'un événement qui surviendrait sur une commune, on peut imaginer qu'il est tellement dommageable sur le territoire que la solidarité et l'entraide intercommunale est à être mise en place. Et là, je salue l'initiative du député Fabien Matras, je le salue également, puisque côté Irma, on l'avait pensé, on l'avait rêvé, et votre proposition de loi le propose. Et on vous soutiendra, et j'ai bien entendu qu'on aura une audition de notre structure en janvier. Je vous en remercie. Slide suivant, merci. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce plan documentaire? Vous l'avez compris tout à l'heure dans mon propos introductif, c'est le moyen. La finalité, c'est de préparer le facteur humain à faire face à la crise. On y retrouve des éléments qui sont précisés dans un décret abrogé et qu'on retrouve également dans le Code de la sécurité intérieure. On y retrouve dans des classeurs, parce que l'ergonomie documentaire concourt à accéder aux informations au moment où on a à prendre des décisions. Des éléments d'information qui permettent de préciser la nature des risques auxquels le territoire est exposé. Et le cas échéant, les secteurs vulnérables impactés par ces phénomènes dommageables. Ce qui permet d'appréhender la nature des accidents qu'on peut avoir sur le territoire. Bien entendu, on a, vous l'avez évoqué Philippe, des risques qu'on ne peut pas préciser, localiser, puisque ils peuvent toucher l'ensemble du territoire. Le Covid est une illustration. Vous avez également l'organisation, le « je suis ». Là, je reprends des termes qui sont utilisés par la gendarmerie pour former leurs agents. L'enjeu est de préparer par l'organisation la capacité de réaction à faire face à des situations critiques. Bien sûr, le facteur humain qu'il faut faire monter en compétences et en situation critique, l'enjeu c'est de pouvoir anticiper son niveau de mobilisation et sur des événements prévisibles, l'enjeu c'est également qu'il puisse se positionner dans les organes d'aide à la prise de décision qui vont se coordonner pour gérer une situation critique en interservice. Et enfin, les moyens, avec les difficultés qu'on peut avoir en secteur rural ou dans les petites communes, puisque on peut ne pas avoir beaucoup de moyens, et la solidarité et l'entraide communale est essentielle sur ce point, jusqu'au dispositif Orsec qui, aujourd'hui, dans une réponse verticalisée de réaction, permet d'appuyer le territoire. Slide suivant. Merci. Et vous avez là une configuration, entre parenthèses, opérative, opérationnelle, qui permet de positionner au milieu le poste de commandement communal, PCC pour l'acronyme, avec une coordination pendant l'événement qui s'opère, si l'événement est majeur, avec la préfecture, qui, le cas échéant, peut être amenée à armer son centre opérationnel départemental. Sur un événement prévisible, la pratique qui se généralise, c'est bien sûr d'armer dans une logique de veille le COD et de la même manière, la direction des opérations de secours qui relève dans un premier temps des maires peut passer auprès du préfet qui assurait cette direction des opérations de secours si l'événement, selon plusieurs conditions, si l'événement couvre plusieurs communes. Vous y voyez apparaître quelque chose qui n'est pas formalisé aujourd'hui dans les textes, c'est le positionnement de l'EPCI, l'intercommunalité, si je prends un terme usuel, qui devra se coordonner, bien entendu, avec la réponse Orsec, qui relève de l'État, mais également sur le terrain, une flèche qui apparaît avec un poste de commandement de secteur qu'on suggère, ça n'est pas une pratique, c'est une bonne pratique qu'on a pu constater sur des retours d'expérience, un poste de commandement opérationnel qu'on retrouve dans les plans particuliers d'intervention qui est préconisé dans la doctrine nationale, mais pour autant, des retours d'expérience sur des événements de sécurité civile liés à des phénomènes naturels ont fait apparaître ces PC de secteur qui permettent une coordination sur le terrain sur laquelle on doit retrouver l'ensemble des acteurs qui concourent à la crise, avec une réponse stratégique au niveau central et des réponses opérationnelles qui peuvent être diligentées, mises en œuvre au niveau du PC de secteur, ce qui permet la bonne coordination horizontale sur le territoire. En synthèse, sur ce schéma, vous avez la réponse verticale au milieu et ensuite une
préparation, une planification de la réponse horizontale, territoriale, qu'il y a lieu de consolider, et le projet, la proposition de loi du député Matras est susceptible d'y concourir. Slide suivant, merci. Les facteurs clés. Alors, quand on dit ça, lorsque WECA m'a demandé, et je salue votre partenaire SMAC l'assurance, qui est également notre partenaire, quand vous m'avez demandé de préparer cette intervention, je me suis dit, plutôt que d'aller revoir la méthodologie qu'on avait rédigée à l'IRMA pour le compte de l'IRMA, pour le compte de l'Institut, pour le compte du ministère de l'Intérieur, j'ai plutôt tenté de tirer les enseignements de 20 ans de terrain et d'accompagnement des communes pour illustrer mon propos. Slide suivant. Et j'ai fait apparaître les conditions qui concourent à faire en sorte que, in fine, on puisse espérer que ce plan communal soit opérationnel dans la durée, puisque l'enjeu, c'est qu'il soit opérationnel dans la durée et qu'il dépasse la simple finalité documentaire. On y retrouve des choses qui sont dans la proposition de loi du député Matras, notamment l'impulsion politique qui se traduit concrètement par un maire mobilisé, un conseiller municipal ou un élu délégué à la question, et bien entendu une volonté politique de pouvoir pérenniser par un plan d'action pluriannuel le maintien opérationnel des plans communaux. Bien entendu, réviser, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Hein, la révision fait partie des réflexions à avoir, comme le recyclage des agents, des personnels qui ont à concourir le jour où l'événement survient. Il est clair que dans une dimension managériale, pardon pour le gros mot pour les petites communes, mais il est important que l'agent qui traite de ces questions, voire l'élu qui traite de ces questions, soit directement rattaché à la direction générale des services et du maire, de manière à ce que, lorsque c'est une grande collectivité, le message passe dans une réflexion en interservice pour préparer les fonctions support du plan communal de sauvegarde à faire face à la situation critique. Quand je dis fonction support, c'est l'ensemble des fonctions logistiques, communication qu'on retrouve dans le fonctionnement normal d'une collectivité, mais qui vont être sollicitées en situation stressante, complexe, face à des incertitudes liées à l'évolution du phénomène, s'il est prévisible, s'il est subi, la capacité de réaction à avoir, et cette organisation, elle se prépare, et il est important que l'agent référent qui prépare, qui met en place le plan communal ou qui le révise, soit rattaché auprès de la direction générale qui doit impulser une approche interservice dans le projet. Bien entendu, la refonte, elle passe par une approche participative en interne, mais également en externe. L'enjeu demain, c'est de pouvoir se coordonner avec d'autres opérateurs, les services de secours, et il est important de faire partager la connaissance qu'on a du dispositif communal vers les partenaires de la crise le jour où, avant, dans ce travail de préparation. Slide suivant, merci. Je parlais de la dimension projet, la dimension managériale pour faire monter en puissance le caractère opérationnel du plan communal. Si je reviens aux aspects fonctionnels et ce qu'on peut appeler l'opérationnalité du plan, il va falloir mettre en place un certain nombre d'outils, et j'attire l'attention des collectivités, des responsables qui nous écoutent. Je vais dire encore là un gros mot, l'enjeu d'avoir une permanence communale. Généralement, lorsqu'on parle en secteur rural d'astreintes associées qui permettraient de mobiliser les élus 24 heures sur 24, ça peut provoquer les équipes municipales renouvelées. Pour autant, il est un enjeu que de préparer le niveau de mobilisation des élus qui, eux, prendront les décisions sur les propositions que peuvent faire les services qui, par ailleurs, auront également à structurer un règlement d'astreinte, avec une astreinte de direction, une astreinte technique, une astreinte de cadre, selon la taille de la collectivité. Il est important également, face aux risques identifiés parmi ces outils qui concourent à rendre opérationnel le plan communal, d'inventer, d'imaginer des plans d'intervention gradués spécifiques à chaque type de risque. On a le plan communal qui caractérise l'organisation et on a ensuite les plans spécifiques qui nous donnent la feuille de route. Si je donne une image, le chef d'orchestre, il a ses notes de musique. Hein, c'est les agents, c'est l'organisation. Et face à tout type de phénomène qu'on a pré-identifié, il va falloir définir la partition. Et le plan d'intervention gradué, c'est bien précisément de fixer la partition à venir sur un événement prévisible ou subi.
on est bien dans une logique de planification et on devra tenir compte des événements circonstanciels et donc adapter la réponse face à la réalité qu'on rencontre sur le terrain. Une fois qu'on a dit ça, bien entendu, je l'ai dit et j'insiste bien, une fois que le plan communal est établi, il faut préparer la relation avec le terrain et l'approche interservice. Ça passe par un poste de commandement communal qui est justifié par le fait de devoir se coordonner avec d'autres centres de décision, d'autres cellules, pour prendre un terme usuel. Et là, je reviens sur la proposition de loi du député Matras. L'enjeu demain, c'est faire en sorte que les intercommunalités deviennent légitimes dans la réponse opérationnelle sur cette problématique de la solidarité et de l'entraide intercommunale. Et l'enjeu, c'est de faire reconnaître, bien sûr, les collectivités dans la réponse opérationnelle et que l'intercommunalité concourt en tant que chef d'orchestre, d'une part, et là j'insiste parce que la proposition de loi ne le fait pas apparaître, que l'intercommunalité concourt à la planification et au maintien opérationnel des plans communaux, comme pendant la crise, concourt à la mutualisation des moyens qui seraient mis à disposition des maires en cas d'événement. Slide suivant, merci. Je me permets juste de vous interrompre un instant. C'est vrai que votre présentation est très détaillée, donc je tiens à dire aux internautes que vous pourrez la retrouver comme un certain nombre de documents, notamment le texte intégral de la proposition de loi. Et François Giannocaro, je me permets aussi, parce que le temps malheureusement avance très très vite, si vous pouviez accélérer un petit peu. Je vais vite. Sachant qu'on commence à avoir pas mal de questions. Donc, on a une nouvelle question sondage. Donc, pour les communes dotées d'un plan communal de sauvegarde, pour les rendre plus opérationnels, avez-vous mis en place, alors on a fait un petit changement, donc ne lisez pas formation, avez-vous mis en place des entraînements et des exercices? Oui ou non? Et on vous donne On a déjà la réponse, c'est extraordinaire. Oui, 33, non, 67. Réaction, François Giannocaro? Eh bien, on revient à l'arbre qui cache la forêt. Ça montre bien que la finalité n'est sans doute pas documentaire, et ça c'est le propos engagé que tient notre institut. Et demain, il va falloir faire monter en puissance le facteur humain. Et ça, c'est un message fort. C'est un message très fort qu'on fera passer à notre député pendant notre audition. Slide suivant, donc numéro 3. Donc les outils qui concourent au maintien opérationnel. Et je vais passer rapidement, très pratiquement, slide suivant. C'est la formation, on l'a dit, le recyclage. Et vous avez là l'ensemble des items qu'il est important de préciser. Et il faut susciter l'appropriation sur ces items auprès de ceux qui seront en responsabilité, agents et élus. Faire reconnaître et reconnaître le plan communal de sauvegarde, c'est une réalité. Et elle passera demain également par le concours du citoyen dans la réponse opérationnelle de sauvegarde. Ça passe par l'information préventive des populations, mais également, on l'a vu avec les événements Covid, par la préparation du citoyen à s'insérer dans la réponse du secours ou dans la réponse de la sauvegarde au niveau horizontal, au niveau territorial. Et toute une réflexion doit être menée en matière d'implication civile et citoyenne, et c'est la majeure partie de la proposition de loi de Fabien Matras qui entend promouvoir le volontariat, et on peut saluer le contenu. Encourager, préparer l'entraide, la solidarité, l'entraide intercommunale, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Slide suivant, merci. Lorsqu'on parle de dispositif, lorsqu'on a parlé de la montée en compétences, de la professionnalisation des acteurs locaux, qui plus est au sein de la collectivité, il est un enjeu que de mesurer la performance de l'organisation à faire face à une situation critique. Ça passe, comme on l'a dit, par un ensemble d'outils qui doivent être inventés pour certains et pour d'autres généralisés, de manière à permettre à ce facteur humain de faire face demain à ces situations dégradées, stressantes. Imaginez un maire en pleine nuit face à l'incertitude qui a à prendre une décision. L'expertise à la décision, où elle se trouve. Est-ce qu'elle est en interne à la collectivité
ou est-ce qu'on va devoir s'appuyer sur d'autres opérateurs? Bien entendu, il n'est pas seul au monde. Il n'est pas seul au monde, mais ça c'est la théorie, puisqu'il pourra s'appuyer sur le commandant des opérations de secours, qui est souvent un officier de sapeur-pompier. Et l'enjeu, c'est très rapidement pouvoir se rapprocher des acteurs spécialisés qui ont l'expertise pour l'aide à la prise de décision. Entraînement, exercice, on l'a dit, et votre question est assez emblématique dans sa réponse. Slide suivant, merci. Donc ça passe par des propositions qu'on a faites et qu'on a développées au sein de l'IRMA, puisque l'IRMA aujourd'hui propose de faire monter en compétence les acteurs du territoire, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi au niveau national. C'est de l'information, c'est de la formation, prise de conscience, l'entraînement, acquisition des savoir-faire, du savoir-être, contrôle de mesure et de la performance par des exercices, de l'audit peut-être demain, ou en tout cas des outils qui concourent à la mesure de la performance des plans communaux. Et je terminerai par 2 slides qui illustrent donc ce que je disais à l'instant, des parcours de formation territorialisés. Merci pour le slide suivant. Donc, des parcours formateurs de formation territorialisée qu'on a inventé à l'IRMA et qu'on propose à nos territoires. L'idée étant d'identifier demain les intercommunalités qui vont pouvoir se saisir à la carte de modules qui vont permettre de faire monter en compétence les opérateurs. Et enfin, on l'a vu par le film, l'IRMA a monté, et il y a lieu de les généraliser en France, une cellule mobile d'appui aux entraînements et aux exercices. Et vous avez quelques chiffres là où, avec peu d'effectifs en interne à l'IRMA, on a pu développer en 2019 59 entraînements sur table. Et je salue le général Vernou qui nous écoute. La différence en un entraînement et un exercice, ça sera ma conclusion, c'est un peu comme au foot. Avant d'aller en compétition, il faut s'assurer que l'équipe sait faire fonctionner son dispositif par de l'entraînement. Et la cellule y concourt en Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'enjeu, c'est de généraliser les entraînements, les exercices. Merci. Merci François Gianopero. Mais justement, là, on a pas mal de questions qui tombent. Et justement, vous venez de répondre à une qui demandait la différence entre entraînement et exercice. Donc là, vous avez répondu. J'en ai une autre avant de donner la parole à Fabien Matras. Je dirais c'est plus peut-être un constat qu'une question. C'est sur parce qu'on pense beaucoup PCS au risque majeur naturel, mais je disais aussi tout à l'heure l'aspect aussi sanitaire. Et une question, c'est la crise sanitaire a démontré l'utilité des PCS, mais en même temps, et ça rejoint ce que vous disiez un instant, mais ces PCS, en même temps, ont montré qu'ils n'étaient pas à jour et pas opérationnels. Donc, la preuve un peu par l'exemple. Et bon, cette personne, bon, je fais une suggestion de l'utilité pour être plus adapté à la crise sanitaire. Pourquoi ne pas intégrer une cellule d'écoute et d'accompagnement social pour les personnes isolées dans les PCS lors de la montée en puissance de la crise? Mais au-delà de cette proposition, ça illustre bien que là, on est vis-à-vis d'un témoignage, un PCS existe, mais il n'est pas vraiment opérationnel et la crise sanitaire l'a montré. Bon, on passera tout à l'heure aux autres questions. Fabien Matras, je vous donne tout de suite la parole. J'ai oublié de signaler tout à l'heure, bon, cumul des mandats oblige, vous n'avez plus d'autres mandats, mais vous avez été maire, vous avez été vice-président d'une comité d'agglomération, de Draguignan en l'occurrence. Je tiens à le préciser parce que vous connaissez bien le tissu local et j'imagine que dans un texte comme celui que vous avez rédigé, c'est nécessaire, voire indispensable. Oui, en effet, c'est indispensable d'avoir aussi la vision du côté des communes et des intercommunalités pour rédiger un texte qui concerne la sécurité civile. Déjà, les communes, avec les départements, sont financeurs des SDIS, donc ils ont un rôle majeur à jouer en termes de sécurité civile dans les départements. Et puis les maires sont directeurs des opérations de secours sur leur commune, donc ça permet aussi d'avoir cette vision-là. Et avant d'être élu, j'étais aussi sapeur-pompier, donc j'ai fait 7 ans en tant que sapeur-pompier volontaire, ce qui m'a permis de voir à peu près, en matière de sécurité civile, du coup, l'ensemble du spectre côté pompier, côté élu. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à travailler sur cette proposition de loi qui est issue d'un rapport que j'avais rendu à Gérard Collomb, qui m'avait confié une mission ministérielle à l'époque sur la valorisation du volontariat. 42 propositions étaient ressorties, dont un certain nombre du domaine réglementaire, qui ont été mises en œuvre depuis par les ministres de l'Intérieur successifs et qui continuent à l'être. Et puis d'autres préconisations qui étaient du domaine de la loi et que j'ai donc l'ambition de mettre en œuvre dans la proposition de loi qui arrive, vous l'avez dit, au mois de février à l'Assemblée nationale. Elle est signée par
à peu près 500 députés et ceux qui n'ont pas signé, en fait, ont déposé la même proposition de loi, mais de leur côté. Donc, il y a quasiment, en fait, toute l'Assemblée nationale qui est mobilisée sur cette loi. Donc, une adoption qui devrait pas poser de problème. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Oui. Alors après, on aura des débats certainement sur certains des points. On ne partage peut-être pas tous la même vision, mais en tout cas, au bout du compte, elle finira, je pense, par être adoptée à l'Assemblée. Reste savoir ce que fera le Sénat, mais je ne doute pas que les sénateurs seront mobilisés également. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement les principales mesures qui sont contenues dans cette loi, et puis d'essayer de raccourcir le propos pour qu'on puisse avoir quand même un échange avec les auditeurs. Je pense que ce sera plus important que nos déclarations. Alors, dans cette proposition de loi, sur la slide suivante, on voit que je propose la création d'un numéro unique et de plateformes communes de régulation des appels d'urgence. On a vu pendant la crise Covid qu'on a traversée que le centre 15 finalement a souvent été surchargé d'appels avec parfois des délais de réponse qui étaient beaucoup trop longs. En région parisienne, on avait des délais de réponse du 15 parfois certains jours qui sont montés à 40 minutes. Donc on voit qu'on a une nécessité aujourd'hui de revoir l'ensemble de la régulation de l'urgence dans notre pays. Et moi, je crois que ça passe par la mise en œuvre du 112, qui est le numéro de régulation européen des appels d'urgence, et par la mise en œuvre aussi de plateformes communes où on pourrait regrouper dans les mêmes salles, qu'elles soient physiques ou virtuelles, le 15 et les pompiers, ainsi que d'ailleurs les ambulanciers privés qui ont aussi un rôle clé à jouer en cette matière. Donc ce que j'aimerais, moi, c'est arriver à généraliser ces plateformes communes virtuellement ou physiquement. Je prévois aussi de créer une réserve départementale de sécurité civile. Aujourd'hui, on a des réserves communales. Je ne suis pas persuadé que ce soit toujours l'échelon le plus pertinent, la commune. Moi, j'étais maire d'une commune de 4000 habitants. J'ai essayé de mettre en œuvre une réserve communale. Je me suis vite confronté au manque de bénévoles qui avaient envie de s'investir là-dedans. Et donc, je n'ai pas pu créer cette réserve. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à créer une réserve à un échelon au-dessus. Et je crois beaucoup en l'échelon départemental parce que le préfet étant directeur des opérations de secours dans son département, c'est bien qu'il puisse s'appuyer aussi sur une réserve. Je précise, qu'elle ne viendra pas ici remplacer les réserves communales qui continueront à exister, mais c'est un outil en plus qu'on veut mettre en place. Et je pense que les réserves communales auront d'ailleurs vocation à intégrer la réserve départementale, mais à rester sous l'autorité du maire de la commune dont elles sont issues. Ce que j'aimerais aussi dans cette loi, c'est arriver à mieux reconnaître le rôle des associations agréées de sécurité civile qui aujourd'hui jouent un rôle important dans certaines agglomérations. Je pense notamment à Lyon, où elles ont un rôle fondamental même dans le secours d'urgence. Il faut qu'on arrive à mieux reconnaître leur utilité et à les intégrer dans le dispositif des secours. C'est un des maillons de la chaîne de secours et je crois qu'il faut qu'on en tienne compte. Sur la slide suivante, on voit que je prévois également de définir ce que c'est que la carence ambulancière. La carence ambulancière, aujourd'hui, ça a été identifié comme un des facteurs clés de la démotivation des sapeurs-pompiers volontaires. C'est vrai qu'ils se sont engagés généralement pour faire du feu ou pour faire de l'urgence vitale en VSAV. Ils font trop souvent encore aujourd'hui du transport à personne et il faut qu'on arrive à mieux réguler ça. Alors, je ne vais pas interdire aux sapeurs-pompiers et aux SDIS de répondre à une demande du SAMU quand il s'agit d'une carence ambulancière. Par contre, je veux permettre au centre de secours de pouvoir temporiser une intervention telle que celle-là, tout simplement pour éviter une situation qu'on peut connaître et qu'on a déjà dû connaître. On a de la chance que ça n'ait pas fait de scandale. C'est que quand une ambulance part pour transporter quelqu'un à l'hôpital qui n'est pas blessé, mais parce qu'il n'y a pas d'ambulance pour le faire, on n'a plus d'ambulance sur un secteur aujourd'hui. Dans un secteur rural, parfois, vous n'avez qu'une ambulance. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus personne pour assurer l'urgence. Je prévois aussi de renforcer la prévention et la gestion des crises par deux mesures que j'ai voulu mettre en avant. La première, c'est l'actualisation des PAPI tous les 5 ans, les plans d'aménagement et de prévention des inondations. Et il faut qu'on arrive à les mettre à jour beaucoup plus régulièrement. C'était une des préconisations d'un rapport qui avait été rendu par le Sénat, que j'ai repris dans la proposition. Et en effet, c'est le sujet qui nous occupe ce matin. Je propose également la mise en place de plans intercommunaux de sauvegarde. Donc, sur la slide numéro 5, s'il vous plaît. Pourquoi mettre en place des plans intercommunaux de sauvegarde? Je pense que c'est souvent l'échelon pertinent pour mettre en place une gestion et une prévention des risques. Je prendrai l'exemple des problématiques d'inondation. Les inondations fonctionnent souvent par bassin versant et il est rare qu'il n'y ait qu'une seule commune qui soit inondée quand il y a un phénomène
quelques les inondations qu'on a pu connaître dans 06, on a vu que c'est tout le nord du département qui a été concerné. Donc, il est à mon avis pertinent d'avoir à l'échelle intercommunale un plan de prévention des risques et puis de pouvoir mobiliser l'ensemble des services de l'intercommunalité et les élus de l'intercommunalité à la gestion de ces risques. C'est, à mon avis, la création d'un plan intercommunal de sauvegarde, aussi la capacité à venir aider des communes qui sont parfois en difficulté pour réaliser ces plans. On a beaucoup de petites communes rurales qui n'ont pas forcément ni les moyens ni le personnel pour mettre en place ces plans et qui se retrouvent finalement un petit peu seuls pour gérer une question qui est quand même fondamentale. Et en créant des plans intercommunaux de sauvegarde, j'imagine que les intercommunalités se doteront aussi de moyens qui correspondront à la gestion des risques et qui pourront ensuite aider les petites communes à créer ces plans. Ce que j'ai souhaité dans cette proposition, c'est avoir un outil supplémentaire pour la gestion des risques, mais certainement pas de venir nous substituer au rôle du maire qui reste directeur des opérations de secours et qui doit maintenir un rôle majeur dans la gestion des risques. Alors, on est en petit décalage avec des slides. Par contre, je vous propose qu'on passe à la slide numéro 6, s'il vous plaît. Oui, je pensais qu'elle arriverait avant notre question, qui sur vraiment l'article 6 de votre proposition de loi. Êtes-vous favorable à la création obligatoire d'un plan intercommunal subitement, je change d'écran. Obligatoire, parce que je suis désolé, je ne l'ai plus totalement à l'écran, donc je suis un peu perdu. Donc, création obligatoire d'un PCS à l'échelle intercommunale lorsque l'une des communes membres de l'EPCI est dotée d'un PCS. De toute façon, vous le voyez, donc vous le voyez mieux que moi, je pense. Oui. Juste une question, Fabien Matras, c'est déjà possible aujourd'hui? Je sais que des plans intercommunaux existent, mais ça doit rester marginal, j'imagine. Je ne sais pas si on a une recension même. C'est d'ailleurs la slide suivante. Aujourd'hui, dans l'état du droit, on a la possibilité de créer un plan intercommunal de sauvegarde. On s'est rendu compte que c'était très rarement le cas. Et même dans des territoires qui ont subi des risques, des événements importants, les plans intercommunaux de sauvegarde ne sont pas forcément mis en œuvre. Donc, c'est vrai que là, on franchit un cap en disant maintenant, dans chaque EPCI où au moins une commune est soumise à l'élaboration d'un PCS, il faudra qu'il y ait un plan intercommunal de sauvegarde. Et aujourd'hui, le plan intercommunal de sauvegarde, le problème, on était dans une logique de substitution, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on le mettait en place, il se substituait au plan communal de sauvegarde. Ce qu'on veut, c'est justement pas ça. C'est que chaque commune conserve son plan communal. Le rôle du maire, oui, comme vous disiez. Je vous donne juste le résultat. Vous avez un plébiscite, j'espère que ce sera pareil au Parlement, sur la proposition. Oui, 93%, non, 7%. Voilà. Donc, même si je commence à avoir une ou deux questions, des fois de maires qui ne sont pas contre, mais qui sont inquiets effectivement des dessaisies on l'avait un peu évoqué juste avant le démarrage, et là, ça se confirme dans les questions. Donc, plutôt pas contre la proposition, mais de se dire, est-ce que ce n'est pas à nouveau une compétence dont on va être dessaisi? Et donc, c'est pour ça que vous insistiez ici sur le fait que le maire continue d'avoir une fonction sur son territoire. L'idée, c'est pas comme vous disiez à l'instant que l'interco prenne toute la compétence. Non, tel que et je finirai par là pour ensuite laisser des questions, mais tel que c'est prévu dans le texte de loi, en fait, la commune va rédiger son plan communal de sauvegarde avec l'aide de l'intercommunalité ou pas, c'est à la commune de choisir si elle veut l'aide de l'interco. Et l'intercommunalité, elle, réalise un plan intercommunal de sauvegarde qui permettra de donner une place aux moyens intercommunaux le jour où une crise intervient. Les intercommunalités ont des moyens à mettre à disposition des communes. C'est ce qu'on prévoit, c'est-à-dire que s'il y a un événement qui se passe dans une commune, l'intercommunalité viendra en soutien du maire et mettra à disposition du maire les moyens de l'intercommunalité pour gérer la crise. Ce n'est pas le président de l'EPCI qui va arriver dans la commune et prendre le dessus sur le maire. Au contraire, lui, il mettra les moyens à disposition du maire qui est touché par un événement. Et si ça se passe dans le cadre d'une commune, de toute façon, c'est après le sous-préfet qui prend la main ou le préfet du département. Et dans ce cas-là, on rentrera dans le terrain classique. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir un échange. De toute façon, j'avais quasiment… Oui, et surtout, comme je vous disais, ça tombe, j'en ai beaucoup. Alors, précisément sur votre propos, alors… tout à l'heure, effectivement, on a parlé de bassin de vie, de bassin de risque, et on sait que le bassin de risque, par essence, il n'est pas à l'échelle communale, mais des fois, il n'est même pas à l'échelle intercommunale, il peut être plus important. Donc, j'ai une question qui est, est-ce que
justement les plans communaux, les PCS intercommunaux, est-ce qu'ils pourront être élaborés au niveau de plusieurs intercommunalités pour correspondre à un bassin de risque? Nous, on le prévoit à l'échelle d'une intercommunalité. Après, je pense qu'au-dessus, on a le SDACR, de toute façon, aujourd'hui, qui prévoit quand même un certain nombre de choses. Et puis, après, c'est au préfet à prendre la main, mais on ne prévoit pas la réalisation de plans entre plusieurs intercommunalités. Ça peut se réfléchir, à la limite, pourquoi pas. S'il y a un besoin, on pourrait prévoir cette possibilité dans la loi. Moi, je n'y serais pas opposé. Et je crois qu'il faut prévoir la possibilité, mais ça ne demande pas l'imposer. D'accord. Oui, non, mais là, c'est par rapport aux spécificités locales que ça correspond bien, effectivement, au risque. Autre question, et ça j'en ai eu plusieurs, c'est plus on revient sur la première intervention de François Genocaro quand vous insistez effectivement sur toutes ces préparations, ça ne va pas vous surprendre, est venue la question du coût, de dire on est tout à fait d'accord, mais tout ça a un coût, et dans le contexte actuel c'est difficile. Et j'ai une question qui demande est-ce que justement des financements de l'État sont prévus, des aides? Écoutez, Monsieur Gianocaro, vous voulez répondre ou... Allez-y, monsieur le député. Je répondrai ensuite. Dans le texte de loi, nous, on ne prévoit pas de financement parce que l'article 40 de la Constitution, de toute façon, nous l'interdirait. Mais par contre, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ce sera mobilisable sur la DETR qui existe déjà. Là. Les maires qui nous écoutent connaissent bien la DETR. Elle est ouverte à certains EPCI, donc sur ça, ils pourront y accéder. Sinon, sur la DSIL, mais oui, je pense qu'il faudra qu'on ait un travail avec le gouvernement, en tout cas, pour que derrière, des financements puissent être mis à disposition, d'une part, et puis un délai, d'autre part aussi. On va prévoir une obligation, ça ne veut pas dire qu'il faudra le réaliser dans 6 mois. Je complète le propos de notre député par la pratique qu'on a développée en Auvergne-Rhône-Alpes et on cherche à la promouvoir un peu de partout au niveau national. C'est faire en sorte que ceux qui accèdent à la formation, les élus ou les agents, ils viennent gratuitement. Alors comment? Aujourd'hui, l'IRMA est une association qui est implantée en Auvergne-Rhône-Alpes et on va sensibiliser les gestionnaires de territoire, que sont les porteurs de PAPI, les plans de prévention, les plans d'action pour la prévention des inondations, les associations des maires également, et d'autres opérateurs pour imaginer un parcours mutualisé avec eux qui répondent aux attentes, aux besoins de formation sur le territoire, et on réfléchit à leur niveau au modèle économique, de manière à ce qu'ensuite, au niveau infra, les élus, les agents puissent y accéder gracieusement. Alors bien sûr, l'IRMA fait des formations par ailleurs, qui sont payantes, mais par ce modèle économique qu'on a développé avec la métropole de Grenoble, qu'on a développé avec le Grand Lyon, qu'on a développé avec Romans, Aglo, Valence, mais également avec des syndicats qui portent des papis, eh bien, on réfléchit au modèle économique qui est supérieur pour permettre aux responsables et décideurs locaux d'accéder aux formations, aux entraînements, aux exercices à titre gracieux. Et ça marche en Auvergne-Rhône-Alpes. On a décliné ça du côté de la zone francilienne, ça a marché avec le PTB-Seine Grand Lac, que je salue s'ils sont en ligne, et également dans le sud de la France, avec la mission ArcMed, qui est portée par le préfet de la zone sud de défense et de sécurité. Et c'est vrai que vous insistez aussi, parce que l'idée, c'est pas qu'il y a des possibilités limitées de recruter beaucoup de postes, mais quand même l'utilité d'un poste de risk manager. On avait parlé... C'est un poste qui peut être utile. Après, c'est peut-être un problème d'organisation de moyens existants et de mieux les organiser. Bon, c'est peut-être aussi le but de l'échelle intercommunale et avec l'idée d'une mutualisation. Mais ce risk manager peut vraiment être un poste quand il n'existe pas dans certaines collectivités ou interco, être utile. C'est un besoin au niveau des organisations, que ce soit au niveau communal ou intercommunal. Pour autant, la difficulté de structurer, de faire une fiche de poste risk manager, c'est d'imaginer demain, parce qu'elle répond à un besoin mais pas à une demande, que les intercommunalités ou les grosses collectivités se posent la question pour les petites communes, imaginent les contours de ce que serait ce risk manager, non pas pour traiter uniquement des problématiques de risque liées au territoire, mais c'est la question du risque et de l'assurance, c'est la question du risque et de la finance, c'est la question du risque et des hommes au travail, qui plus est sur un territoire élargi. On voit bien que le poste de risk manager doit être réfléchi demain, si on l'invente au sein de la collectivité, à 360 degrés.
Sauf que l'organisation d'une collectivité, pour avoir interrogé un professeur de droit public, me disait mais on ne peut rien imposer en la matière parce que l'organisation d'une collectivité est dite discrétionnaire. Donc c'est à la discrétion des collectivités de se bâtir l'organisation qui concourt à mieux fonctionner. Une question pour compléter, après, la création de ce poste, elle peut être intéressante en effet pour la réalisation des plans intercommunaux. Sur l'aspect coût, il y a la possibilité aussi de former des agents aujourd'hui à ça. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de recruter quelqu'un supplémentaire. Je ne suis pas sûr que la réalisation d'un plan intercommunal de sauvegarde soit un travail à plein temps toute l'année. Donc un agent peut être détaché à ça pendant une certaine période pour réaliser cette mission. Je sais qu'il y a beaucoup de SDIS aussi qui proposent leur aide gratuite à la réalisation des plans. Il y a des instituts comme celui de M. Japonaro. Donc, sur l'aspect coût, c'est sûr que si on prend un bureau d'études, ça peut avoir un coût important. Maintenant, on peut le faire en interne aussi. Moi, pour prendre l'exemple de ma commune, je l'avais réalisé en interne quand j'étais maire, avec mon directeur général des services. On s'y était mis tous les deux et on l'avait réalisé. Donc, le coût était quand même très réduit. Et on avait demandé l'aide des pompiers, justement, qui étaient venus nous aider. Oui, parce que tout à l'heure, quand vous avez listé un certain nombre de choses, ça peut peut-être faire un peu peur comme ça, de se dire, oh là là, il faut quand même des ressources pour tout ça. Ce que vous nous dites, c'est, de temps en temps, c'est nécessaire, mais on peut quand même faire des choses sans forcément recruter beaucoup de monde. Fabien Matra, j'ai une question. Alors, quelqu'un qui se projette déjà dans l'adoption de votre proposition de loi et qui demande comment ça se passera pour les PCS déjà adoptés. Et est-ce qu'il faudra les réviser pour mettre en place un plan intercommunal? Alors, pour ceux qui sont déjà adoptés, ils resteront tels qu'ils sont. Il faudra juste qu'ils soient cohérents compatibles avec le plan intercommunal de sauvegarde. Alors après, ça dépendra des EPCI aussi. Il y aura certainement des présidents qui élaboreront le leur en tenant compte de ce qui existe déjà, et d'autres présidents peut-être plus dirigistes qui élaboreront leur plan sans forcément regarder ce qu'il y a par ailleurs et qui demanderont aux communes ensuite de s'adapter. Mais je peux difficilement ça prévoir moi dans la loi parce qu'il y a quand même la libre administration des collectivités. Et j'imagine que dans la plupart des territoires, en fait, on va rédiger un plan intercommunal en s'appuyant sur ce qui existe déjà. Et c'est, à mon avis, la bonne méthode. Et il est important aussi de remettre en question des plans qui sont rédigés déjà aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui auraient nécessairement besoin d'être réactualisés. Il est important également de préciser que demain, si l'intercommunalité doit être opérante en soutien aux communes, elle devra avoir en interne un dispositif opérationnel H24 qui lui permettra de se coordonner avec les collectivités et les services de secours et le préfet s'il prend la direction des opérations de secours. C'est 1, les plans communaux qui se généralisent sur le territoire. 2, l'intercommunalité qui aura un dispositif interne de gestion de crise pour bien se coordonner au niveau horizontal. Et 3, la planification de la solidarité et de l'entraide intercommunale à travers les PICS, pour reprendre l'acronyme, puisqu'on est tous spécialistes maintenant. Une question donc de l'aglo de Caux-Seine-Aglo, donc en Seine-Maritime, qui est à l'avant-garde, si je puis dire, qui dispose déjà d'un plan intercommunal de sauvegarde, qui sous le modèle de M. Matras, est-il dit. Par contre, je ne comprends pas après, quand la personne indique, donc notre plan est en contradiction avec la loi existante. Si j'ai bien compris, on peut déjà avoir un plan intercommunal au jour d'aujourd'hui. L'idée de votre texte, c'est de le rendre obligatoire, mais c'est déjà possible. Donc déjà de dire à cet aglo qu'elle n'est pas en contradiction. Et la question était, nous tenons à votre disposition s'il souhaite échanger avec nous. Bon, on vous donnera le contact après. Avec plaisir. Mais non, ils ne sont pas du tout en contradiction. La loi aujourd'hui n'interdit pas à ce qu'il y ait un plan intercommunal de sauvegarde. C'est juste qu'elle ne le prévoit pas. Je pense que, Monsieur le député, Philippe, il y est fait allusion dans la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. On dit que le plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place des plans communaux. La pratique qu'on voit sur le terrain, c'est que les plans communaux se généralisent et des bonnes pratiques, et il faut saluer celles que vous avez évoquées, amènent les acteurs du territoire en question
à se doter d'un plan intercommunal de sauvegarde. La question qui se pose, c'est quel est le dispositif en interne à l'intercommunalité qui optimise cette coordination de la solidarité et de l'entraide intercommunale. Une question sur les formations. Donc, quelqu'un qui était convaincu de l'intérêt des formations. Et vous voyez, question très pratique, où les trouver? Alors, vous délivrez les formations, donc je pense qu'il suffit d'aller sur votre site et de vous contacter. Mais les formations, après, certaines associations départementales de maires, on en parlait tout à l'heure, peuvent en délivrer. C'est variable selon les cas. Le CNFPT, vous m'avez dit un petit peu, le Centre national de la formation de la fonction publique territoriale, en délivre aussi un peu. J'imagine d'autres organismes de formation. Alors Philippe, là-dessus, et j'attire l'attention de notre parlementaire, il est question en France, et c'est un enjeu national, que de généraliser la montée en compétence des responsables et décideurs locaux. Y a-t-il lieu de légiférer en la matière, faire en sorte que demain, les 600 000 élus profitent, parce que c'est obligatoire, parce que ce serait obligatoire, que de se former, et vous verrez que l'offre de formation, elle émargera sur le territoire. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est 5 000 élus sur 600 000 qui profitent de leur DIF. C'est une réalité, c'est des chiffres qui datent d'il y a quelques mois. Donc, peut-être qu'il faudrait se dire, on impose dans le socle minimal de la formation des élus, voire des agents, la question de gérer une situation critique. Et on voit bien que le territoire est largement concerné. Il faudra aussi que les organismes de formation, et c'est le cas de l'IRMA aujourd'hui, on a été certifié pour la formation professionnelle Calliope, disposent des compétences en interne pour dispenser les formations. Et on le voit avec le Covid, aujourd'hui, les formations, on a 65% des formations à l'IRMA qu'on dispense en visioconférence, désolé pour la publicité. Et sur l'obligation de formation, je ne serais pas forcément un partisan d'obliger les élus à se former. Pour quelle raison? Moi, j'ai été maire, j'avoue très humblement, j'ai suivi aucune formation. Mais tout simplement par manque de temps, peut-être d'envie aussi. C'est déjà un investissement lourd d'être élu local. Si en plus, dans la loi, nous, on venait à venir imposer un nombre de formations, se poserait certainement après la question de la formation continue. Ça va vite devenir un travail à temps plein, déjà que ça l'est quasiment. Donc, je ne suis pas convaincu. Par contre, je pense qu'on pourrait peut-être s'appuyer sur les associations d'élus, telles que l'AMF ou l'association des départements ou des régions, pour sensibiliser davantage les élus à certaines questions. Ils le font déjà. Il y a régulièrement des tables rondes avec les associations d'élus. Peut-être le généraliser dans ce sens-là, sans forcément l'imposer dans un socle. Mais Fabien Matras, la loi engagement et proximité n'oblige pas à un peu plus de formation par rapport à avant, durant la première année de mandat? Il y a une possibilité qui est donnée, il n'y a pas d'obligation. C'est pas une obligation, d'accord. Alors, je peux vous dire qu'il y a un nombre de questions, c'est assez impressionnant, mais vous avez en partie répondu tout à l'heure. Est-ce que le plan intercommunal sera fait en collaboration avec les communes? Oui, bien sûr. Après, oui. On sait que tout dépend de chaque interco et de chaque président d'interco, mais par essence, ça s'est fait avec les communes. Et surtout quand il y a un PCS, quand il y a plusieurs PCS sur le territoire de l'interco. Et de toute façon, tel que l'article est écrit, ils seront obligés de s'appuyer, puisque l'intercommunalité sera là finalement pour mettre en cohérence l'ensemble des plans, enfin, pour que le sien soit en cohérence avec l'ensemble des plans et mettre ensuite à disposition des maires les moyens de l'intercommunalité. Donc, dans cette optique-là, de toute manière, un président de PCI ne pourra pas rédiger un plan trop dirigiste, puisque finalement, ce n'est pas lui qui dirigera les moyens le jour de la problématique, c'est les maires concernés, qui sont eux directeurs des opérations de secours. On peut rassurer donc les maires. Une question qui revient sur le volet financement. Monsieur le député, financement en dépit de l'article 40 de la Constitution, si votre proposition de loi est adoptée, l'obligation de plans intercommunaux impliquera des charges financières supplémentaires sur le plan local. Il faudra que l'État vienne. Le postulat que mécaniquement, ça impliquerait des charges nouvelles. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les charges nouvelles déjà pour les EPCI seront toutes relatives, parce qu'on n'est pas là en train de prévoir. Ce n'est pas la loi sur l'accessibilité. Mettre en œuvre un plan intercommunal de sauvegarde, c'est mettre en œuvre un plan qui finalement est assez administratif. Ça n'implique pas derrière des travaux
comme la loi sur l'accessibilité nous a obligés à mettre des fois des ascenseurs ou à mettre des rampes ou à mettre des… Là, on parle quand même d'investissements qui seront relatifs. Mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde, ça va être quelques milliers d'euros dans une collectivité. Oui, ne pas confondre avec d'autres dispositifs, ça ne veut pas dire de faire des aménagements, un PCS. Ah oui, pour autant, la réalité de ce qui nous réunit dans ce webinaire aujourd'hui, c'est plutôt les modalités organisationnelles, la coordination, la préparation à faire face à des situations critiques. Mais on peut imaginer qu'avec la GEMAPI, par ailleurs, que des bassins de vie sur des territoires qui sont assujettis à du ruissellement urbain, à des problématiques d'inondation, c'est un exemple, il y a d'autres risques, amènent les intercommunalités à leur niveau à se saisir de systèmes, d'instrumentation qui permettent de pouvoir anticiper sur des phénomènes de ruissellement urbain, de phénomènes de crues rapides. Irma est dans le secteur des Alpes, et on voit que des intercommunalités y réfléchissent. Certaines, comme Saint-Étienne Métropole, ont mis en place un dispositif qui s'appelle Saphiras. C'est un système d'avertissement aux crues sur la vallée du Gier, au bénéfice des maires, pour pouvoir anticiper des phénomènes et consolider les services de prévision des crues qui relèvent du chapitre de l'État. C'est un exemple. La mutualisation de l'alerte en bassin urbain, de la même manière, si chaque commune y va de son système d'alerte, on voit bien qu'il y a des enjeux de mutualiser, d'autant plus que Madame Michu, qui est sur la commune X, va entendre l'alerte sur la commune Y. Quelle est et on l'a vu avec l'accident de Lubrizol, quelle est la réalité et l'efficacité qu'il y a lieu de réfléchir sur une alerte avec des notions d'avertissement demain à consacrer juridiquement. Il y a des choses à inventer et il y aura quelques investissements. En clair, c'est pas forcément… Oui, les investissements, après, seront au choix de la commune. Le plan intercommunal de sauvegarde ne va pas prévoir l'obligation de réaliser des travaux, d'acheter du matériel. Ce sera une possibilité que les intercommunalités s'en saisiront si elles le souhaitent. Maintenant, nous, ce qu'on oblige, c'est uniquement la rédaction de ce plan. Et la rédaction de ce plan, c'est quelques semaines de travail pour un agent. Voilà. En gros. J'ai une question là, vraiment très pratique. Là, c'est quelqu'un des 20% qui n'ont pas encore adopté, les gens un peu en retard, qui n'ont pas encore adopté un PCS. Et pose la question de savoir s'il vaut mieux attendre l'adoption de la proposition de loi ou de commencer à mettre en place son PCS. Non, pas forcément attendre, peut-être se rapprocher de l'intercommunalité. Enfin, vous savez, la proposition de loi, elle va être débattue en février à l'Assemblée. Après, elle va partir au Sénat. Puis, si tout va bien, elle sera adoptée. Mais enfin, on est à 18 mois pour qu'elle soit mise en œuvre. Donc, il vaut mieux, à la limite, que ces communes-là s'en saisissent dès aujourd'hui et peut-être, par contre, anticiper en se rapprochant de l'intercommunalité et en voyant avec l'intercommunalité s'il n'y a pas un travail à faire en commun pour anticiper sur l'obligation qui va arriver. Si elle est votée, d'ailleurs, pas non plus… Alors, je ne veux pas infantiliser notre auditoire, mais le maire Maratier sur Xintia a été condamné et un des chefs d'accusation, c'est bien le défaut de disposer d'un plan communal de sauvegarde. Je rappelle qu'on a le Code général des collectivités territoriales qui dit que la mise en œuvre des premières mesures d'urgence, même si le plan communal de sauvegarde n'est pas réglementaire, obligatoire pour cette commune, on a le Code général des collectivités territoriales qui dit que la mise en œuvre des premières mesures d'urgence, article 2212, alinéa 1 et 2, je crois, quelque chose comme ça, doit être diligentée au niveau communal. Donc, sans attendre, il faut y aller. Une autre question. Bonjour, existe-t-il une plateforme, un endroit où savoir si sa commune a un PCS? Donc, a priori, c'est peut-être pas un élu qui pose la question. Et seconde question, le PCL est-il consultable par un citoyen? Alors, sur la première question, je ne saurais pas répondre, Monsieur Gianocaro peut-être. Sur la deuxième, oui, comme tout document public, vous pouvez aller en mairie, j'imagine, consulter votre PCS. Alors, et d'ailleurs, ce serait bien qu'il soit mis à disposition des citoyens parce qu'on prévoit des tas de choses dedans, comme l'alerte dont parlait tout à l'heure M. Gianocaro. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui, et je l'avoue, moi le premier. Est-ce que chacun connaît encore la signification des sirènes, par exemple? Je ne suis pas sûr. C'est un autre point d'ailleurs qu'on doit aborder dans la loi avec le numérique. Aujourd'hui, c'est de permettre quelque part d'obliger les opérateurs privés
à mettre à disposition des communes gratuitement les réseaux quand il s'agira de mettre en place des alertes de la population. Alors qu'aujourd'hui, les collectivités sont obligées de louer les réseaux, même quand il s'agit de mettre en place, par exemple, une alerte SMS. J'avais une question sur l'usage des réseaux sociaux aussi pour relayer les messages. La collectivité va devoir faire un petit travail de recherche déjà en interne s'il existe quelque chose, mais déjà s'assurer que réglementairement il doit être établi. Pour autant, le Code de la sécurité intérieure encourage toutes les communes à mettre en place un plan communal. Et c'est ce que recommande notre institut. Le dossier départemental des risques majeurs qui est établi par les préfets, qui est porté à la connaissance par arrêté préfectoral auprès des communes, précise la nature et qualifie la nature des risques auxquels le territoire est exposé. Et vous l'avez dit en ouverture, Philippe, lorsque la collectivité est assujettie à un plan particulier d'intervention ou on peut trouver également des plans de prévention des risques naturels prévisibles ou technologiques approuvés, amèneront forcément la collectivité à devoir mettre en place un plan communal. C'est le bon sens et il faut faire un peu de recherche en la matière. C'est un moment de grande frustration pour moi parce que les questions n'arrêtent pas de tomber et déjà on a dépassé un peu l'horaire, donc il va falloir s'arrêter. J'insiste sur le fait du dossier que vous pouvez consulter après, de retrouver les documents qui ont été présentés, mais il y aura beaucoup d'autres choses aussi avec, donc des documents complémentaires, donc la proposition de loi en détail, et même avec des focus qui sont faits sur un certain nombre d'articles, les articles principaux du texte. Pour les autres questions, j'ai envie de dire, il nous faudrait refaire une webconf, je sais pas, on en discutera entre nous, mais je pense qu'il y a de l'utilité parce que je vois beaucoup de questions d'intérêt et on sent qu'il y a le côté aussi début de mandat, je l'ai peu abordé, mais on voyait aussi des questions de nouveaux élus qui se rendaient compte que des choses existaient mais n'étaient pas vraiment opérationnelles, qui demandaient que faire, est-ce qu'il faut que je refasse un PCS à votre avis ou pas. Donc on voit que les questions sont nombreuses. Fabien Matras, vous vouliez réagir? Non. Peut-être donner un petit conseil, même si je n'ai pas à conseiller comme ça, mais les nouveaux élus, c'est de se rapprocher de leurs SDIS. De plus en plus, les SDIS ont aujourd'hui des officiers qui sont formés à l'ENSOSP à justement aider les collectivités à préparer la gestion des crises. Donc voilà, rapprochez-vous des SDIS, du chef de centre de votre caserne ou du directeur départemental pour voir avec eux s'ils ne peuvent pas vous mettre à disposition un pompier pendant 1 heure ou 2, faire le point avec eux sur vos plans qui peuvent exister aujourd'hui. Oui, en travail préalable, ça peut être intéressant. De la même manière, l'IRMA pour de la sensibilisation du conseil, on a des cahiers des charges types, on a de la ressource méthodologique, on a des personnes compétentes, on reste à la disposition des collectivités, des élus, des agents. Passez un coup de fil. Merci beaucoup. Là, comme il va falloir qu'on s'arrête, j'ai juste une question à poser sur notre prochaine webconférence qui sera sur un tout autre sujet. Donc, souhaitez-vous être inscrit à la prochaine webconférence VK, changer de poste dans la fonction publique, possibilité ou réalité? Oui ou non, même si ça peut être lié à notre sujet, hein, puisque on voyait sur l'organisation managériale qui était très importante et ça peut être aussi des fois des changements de poste. Donc, j'en profite pour remercier vraiment nos deux intervenants. Désolé vis-à-vis des internautes dont on n'a pas pu poser les questions. On pourra les transmettre aux deux intervenants et avec l'idée peut-être de refaire une webconférence sur ce sujet parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de besoins, beaucoup de questions. Encore un grand merci à vous. Merci donc à VK et à notre partenaire, la SMAC, l'assurance. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.